Mesdames et messieurs, bonjour donc et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de votre journal donc de 15 heures. Voici les titres. Atelier de formation organisé par le ministère de la Femme en collaboration avec l'OIM sur la protection des enfants. Et en Afrique du Sud, des victimes d'une nouvelle violence à Johannesburg. Bonjour à tous. L'Organisation internationale des migrations, l'OIM, en partenariat avec le ministère de la Femme et de la Famille, a organisé aujourd'hui au Sheraton Hotel un atelier de formation sur la manière de protéger les enfants de la rue. Cet atelier a vu la participation de la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Ahmed, de la chargée des programmes pour l'OIM, Ifra Abbas, et de la médiatrice de l'île Maurice. Cet atelier, qui va durer 3 jours, donc, a pour objectif de mieux coordonner les différents travaux et actions des différentes institutions effectué en faveur des femmes et des enfants de la rue. La chargée de programme de l'OIM a été donc la première à prendre la parole. Elle a d'emblée tenu à remercier les membres du gouvernement, avec à sa tête la ministre de la Femme et de la Famille, qui ne ménage aucun effort pour la concrétisation de cet atelier de formation pour la protection des enfants. Et la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Hassan, a qualifié cette initiative de noble et humaine. La plus belle chose que l'on puisse offrir, c'est d'aider son prochain, mais surtout d'aider les enfants, a-t-elle indiqué. On l'écoute. Aujourd'hui, nous sommes réunis dans cette salle pour parler et pour aborder le sujet des droits des enfants. Comme nous le savons tous, Djiboutiens, depuis l'investiture du président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, 1999, au cœur de sa politique, de sa vision, de l'agenda du gouvernement, la question de la femme et de l'enfant ont été des priorités. Il était convaincu, et il reste convaincu, qu'une nation, qu'un pays ne peut se développer que si jamais on donne de l'attention, on met des programmes, on initie des projets ciblant la femme et l'enfant. Donc, depuis, nous pouvons dire, nous avons parcouru un long chemin. La République de Djibouti a ratifié toutes les conventions internationales relatives aux droits de la femme et de l'enfant. Mais le gouvernement de la République de Djibouti ne s'est pas simplement contenté de ratifier des conventions internationales, il a dû, par rapport à son contexte social, religieux, coutumier, élaborer des lois nationaux pour venir renforcer ces conventions internationales afin qu'ils deviennent effectifs et une réalité soit palpable sur le territoire djiboutien. Il a été élaboré des stratégies, des politiques, initier des programmes et des projets pour le développement, la protection de l'enfant et de la femme. Mais on ne s'est pas contenté simplement d'élaborer, de réfléchir et de mettre en œuvre. La République de Djibouti, comme je pense un certain nombre de pays, a mis en place des organes pour que ce cadre juridique institutionnel, ces initiatives, ces programmes soient réellement exécutés. Et le ministère du Travail, en collaboration avec l'Organisation des Arabes, donc, a organisé ce matin à l'INAP une formation de 3 jours portant sur la santé, la sécurité au travail, la négociation ainsi que la collecte donc, du conflit au travail. Cet atelier a vu la participation du ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Ismaël Ibrahim Roblé, du directeur du Centre arabe pour l'administration du travail, du directeur général de l'INAP. L'objectif de cet atelier était de partager d'expériences, donc des experts sur le modèle de santé et de sécurité au travail. Pendant la 3e et la dernière journée de formation sera une occasion donc pour prendre la mesure de ce vaste domaine. Cette formation sur la santé et la sécurité et soit le commencement d'un long processus de partage, de réflexion et de diagnostic, d'auto-évaluation, de cadrage, de transformation et d'action qui aboutiront donc à terme à l'éducation d'une stratégie nourrie par les travaux d'experts nationaux et internationaux et un modèle solide, efficient, pragmatique et conforme aux réalités nationales. Nous avons une vision de transformation de notre institut. C'est vrai, le vôtre, elle est internationale. Elle est appuyée par 3
organisations, celui de l'OIT, celui de l'OAT et l'État de Tunisie qui appuie énormément votre centre. Je sais que le PNUD intervient de temps en temps, mais c'est parce que vous avez envie de cette transformation que votre centre est devenu tel qu'il est aujourd'hui. Et écoutons à présent pour plus de précision l'intervention du ministre du Travail, donc Ismaël Ibrahim Roblé. En cette rentrée sociale qui débute par ces actions de formation bien pensées, je voudrais exprimer mes remerciements pour votre participation à ces ateliers. J'exprime tout particulièrement, en ma qualité de ministre du Travail, toute ma joie de voir se tenir à Djibouti ces deux ateliers de formation consacrés respectivement à la santé, à la sécurité au travail, mais bien sûr aussi à la négociation collective et le conflit du travail. Il me plaît ici de saluer la présence à cet atelier des responsables de l'Organisation arabe du travail basée au Caire qui œuvrent sans relâche dans l'appui au renforcement des compétences des institutions nationales du travail et des partenaires sociaux. De même, je me félicite de la participation des spécialistes de l'ACLEA de Tunis qui ont accepté de faire le déplacement à Djibouti pour partager leurs connaissances et leurs expériences. À vous toutes et tous, je vous souhaite la bienvenue et un très bon séjour à Djibouti, votre pays. Les thèmes abordés par ces ateliers de formation aujourd'hui sont au cœur, je dis bien sont au cœur de la politique de justice sociale initiée par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. En effet, notre pays veut se doter d'un modèle national de santé et sécurité au travail qui comprend une stratégie sur la santé et la sécurité au travail, un profil national des risques professionnels, un plan d'action annuel et un plan de suivi et évaluation. Cette stratégie s'accompagnera d'un nouveau cadre politique en matière de santé et de sécurité au travail. Le ministère du Travail, chargé de la réforme de l'administration, à travers l'organe de mise en œuvre, la Caisse nationale de sécurité sociale, a lancé la stratégie au mois de mars 2019. Cette initiative se veut tripartite, fédératrice et fixe une culture d'entreprise axée sur la prévention. Dans la journée du jeudi, donc, le préfet de la région d'Obok, Hassan Dabali Ahmed, à la tête d'une importante délégation et accompagné également d'une équipe mobile, s'est déplacé dans la localité de Dadatou, à plus de 100 km du chef-lieu d'Obok, pour participer à la réouverture de l'école fermée donc depuis plus de 40 ans et à la remise de nouvelles pièces d'identité pour les populations de ce secteur. La région de Dadatou est très éloignée du chef-lieu et est difficile d'accès avec une route impraticable. La délégation conduite par le préfet Hassan Dabali a offert donc les services donc pour changer les anciennes cartes et en remis également les nouvelles cartes d'identité nationale à la population de la localité de Dadatou. À leur arrivée, ils sont accueillis donc par le sous-préfet Ahmed Ali Omar et par la communauté de la localité de Dadatou. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un rapprochement des services d'accès aux échanges des anciennes cartes et de procéder à la distribution des nouvelles cartes nationales d'identité et aussi offrir des soins de santé de proximité à la population rurale, donc très éloignée du chef-lieu, dans le but de faciliter leur déplacement. Au cours de son séjour à Dadatou, localité frontalière avec l'Érythrée, le préfet était accompagné par une équipe médicale mobile avec à sa tête le médecin-chef de la région, Dr Ibrahim Dimbiou. Au cours de cet exercice, quelques centaines de personnes ont pu bénéficier d'échanges de cartes d'identité nationale, de nouveaux dossiers et soins de proximité. Ainsi, le préfet a pu constater de visu l'ouverture donc de l'école de Dadatou, construite grâce aux efforts de la communauté. Camer, le Premier ministre, à Monsieur le ministère de l'Éducation, à Madame la ministère des Affaires sociales et solidarité, et à Monsieur le préfet, au président du conseil régional, qui nous a beaucoup aidé pour la concrétisation de ces projets, à Monsieur le Parlement Abdou Kamil, à l'IDC, Union pour le développement culturel, et à toutes celles ou à celui qui nous a encouragés de près et de loin. Je n'oublie pas de féliciter
la communauté de la Dadato, toute génération confondue, pour son abnégation, son endurance et sa détermination pour faire de leur école communautaire et une école de base reconnue par les ministères titulaires. Et pour sa part, le préfet Hassan Dabelé Ahmed a félicité tous ceux qui ont pu participer de près ou de loin à la réussite de cette mission, notamment donc les médias et bien sûr les autorités locales. Tous les ministères sectoriels et leur personnel ainsi que l'armée donc dans toutes les facilités pour que cette population bénéficie des services sociaux de base. Le préfet a profité de l'occasion pour remercier aussi le projet présidentiel du PNCF parrainé pour quelques 752 ménages du secteur et qui a un impact très positif sur la population. Et dans 135 ménages issus de Dadato sont bénéficiaires de ce programme, tout en rappelant aussi l'importance de cette école construite par la communauté avec l'appui logistique du ministère des Affaires sociales et de la Solidarité et de la Primature, et servira à la population de se sédentariser autour et se développer également. Édition, nous allons parler de la rentrée scolaire, mais cette fois-ci pour les personnes à besoins spéciaux ou les personnes handicapées. Cette rentrée scolaire qui est spéciale donc puisqu'il s'agit d'établissements recevant des enfants à besoins spéciaux. C'est un document de la rédaction sur un commentaire de Hamzi Mohamed. Cette rentrée scolaire est un peu spéciale puisqu'il s'agit des établissements recevant des enfants à besoins spéciaux. C'est un établissement dédié aux enfants qui présentent des handicapés. Des professeurs spécialisés sont à leur disposition. La pédagogie, d'abord, c'est pas un enseignement normal. Il faut d'abord avoir beaucoup de patience, parce que ce sont des enfants qui présentent des déficiences mentales, qui présentent des caractères vraiment difficiles à soutenir. Donc, la première chose qu'on doit faire, c'est étudier les cas de l'enfant, avoir beaucoup de patience et puis supporter tous les petits jeux qu'il fait. Cette école est rattachée au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Moussa Idriss Moumin Abdi est le chef de service de cette structure. Grâce aux enseignants formés par le ministre des Affaires sociales, grâce aux manuels scolaires spécifiques à eux, ces enfants sont vraiment bien outillés. Rien leur manque, tout est à leur disposition. Ici, c'est le collège pour les enfants sourds et malentendants. Le collège du bonheur ou du miracle, comme les surnomment les parents d'élèves de l'école, grâce au soutien moral et éducatif que leurs enfants obtiennent au niveau de la scolarisation. Ces collèges est les premiers établissements de ce genre à être créés dans notre pays. Nima Hassan Abdillahi, la principale de ce collège, nous dit plus sur cette école. Suivent les mêmes programmes que les autres enfants du pays, c'est-à-dire, entre guillemets, lorsque je dis les autres enfants, c'est-à-dire les autres enfants qui n'ont pas de besoins spéciaux. Le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, M. Douale Saïd Mahamoud, a procédé à une visite de différents établissements spécialisés pour les enfants à besoins spéciaux. Cette visite de différents établissements scolaires a eu lieu à l'école des enfants à besoins spéciaux, dont il a rencontré les chefs de service de cette école. Ensuite, la principale du centre de protection mère-enfant, le directeur général de l'ANPH, a souligné dans son interview le but de cette visite. Nous mettons l'accent sur la nécessité d'intégrer les enfants à besoins spéciaux dans toutes les écoles de Djibouti avec une pleine accessibilité. Nous mettons l'accent sur la nécessité d'intégrer les enfants à besoins spéciaux dans toutes les écoles de Djibouti avec une pleine accessibilité. De mettre en place des supports spécifiques pour ces enfants et d'insérer une filière à l'université de Djibouti pour former les corps enseignants. Je profite de cette occasion à adresser un message à tous les parents ayant en charge des enfants à besoins spéciaux et en leur conseillant de ne pas garder l'enfant à la maison mais de l'inscrire dans les écoles pour qu'il puisse participer à la vie sociale. Pour finir, j'adresse CV de remerciements à l'ensemble des associations soutenant au développement des personnes handicapées, au gouvernement ainsi que plus particulièrement les présidents de la République de Djibouti, son Excellence M. Ismaël Marguilé.
Ces établissements sont une fierté nationale et un pas de géant fait par notre pays pour ces enfants à besoins spéciaux. Rappelons qu'il est aussi l'une des grandes œuvres de la première dame, Madame Khadra Mahmoud Haïd. Également dans l'actualité, l'école saoudienne à Djibouti a abrité ce matin une cérémonie dédiée à la remise des manuels scolaires offerts par l'Arabie saoudite en faveur des écoles privées arabes à Djibouti. Au total, environ 15 000 étudiants bénéficieront de ces manuels scolaires. Cette cérémonie a vu la participation notamment du directeur de l'école saoudienne à Djibouti, Mohamed bin Aliyan Al-Harbi, des deux représentants de l'ambassade saoudienne à Djibouti, à savoir Abdurrahman Al-Youssouf et Qaza Al-Anziya. Ont assisté aussi à cet événement le chef de service de l'enseignement privé au ministère de l'Éducation nationale, les directeurs des écoles arabes à Djibouti, rappelant que ce geste intervient sur instruction du serviteur des deux saintes mosquées, le roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud, et la supervision de l'ambassadeur d'Arabie Saoudite à Djibouti, Abdelaziz Abdallah Al-Matar. A noter également que cette initiative s'inscrit dans le cadre des relations fraternelles et de coopération qui lient les deux pays, surtout dans le domaine de l'éducation. L'Arabie Saoudite a contribué, renforcé donc la présence de la langue arabe à Djibouti depuis notre indépendance, c'était en 1977. Et dans un bref discours prononcé à cette occasion, le directeur de l'école saoudienne à Djibouti, Mohamed bin Aliyan Al-Harbi, a affirmé l'importance que revêt cet événement qui s'inscrit dans le cadre de relations fraternelles et de coopération qui lient les deux pays, surtout dans le domaine de l'éducation. Cette initiative intervient, a-t-il rappelé, sur instruction du serviteur de deux lieux saints, le roi Salman bin Abdelaziz et le prince héritier Mohamed bin Salman bin Abdelaziz, et la supervision de l'ambassadeur d'Arabie Saoudite à Djibouti et le directeur de l'école. A rappelé que cette remise de matériel scolaire coïncide avec la rentrée scolaire 2019-2020 qui intervient après les vacances d'été. En nouvelles du monde, carrefour de la xénophobie, deux nouvelles violences donc ont été répertoriées à Johannesburg. Au moins 2 personnes sont mortes et des dizaines d'arrestations donc à la suite de nouvelles attaques xénophobes dans la ville de Johannesburg en Afrique du Sud dimanche. Un journal local a rapporté qu'un groupe d'hommes avait effectué une descente dans le quartier central des affaires de la ville hier, demandant aux étrangers de quitter la région. Des entreprises sud-africaines ont été ciblées plus tôt cette semaine par des attaques de représailles menées par certains Nigérians après une recrudescence de la violence xénophobe qui a vu d'autres Africains attaqués à Johannesburg et dans d'autres régions. Le gouvernement nigérian a également publié un avis de voyage pour l'Afrique du Sud qui s'est retiré du Forum économique mondial sur l'Afrique qui s'est tenu à Cape Town et a rappelé son émissaire. Un puissant typhon s'est abattu sur Tokyo, des vents atteignant les 216 km/h, des pluies records. Un puissant typhon s'est abattu donc aujourd'hui sur la région de Tokyo. Une quinquagénaire a été tuée après avoir heurté un mur emporté par la puissance du vent en traversant une rue, selon les images de caméras de surveillance, a annoncé la police de la mégalopole. Plus de 30 personnes en par ailleurs étaient blessées dans la région, dont une grièvement après l'effondrement d'une structure d'entraînement de golf qui saccageait donc le toit de sa maison. Près de 400 000 personnes sont concernées par des consignes d'évacuation et plusieurs centaines de milliers de foyers ont été privés d'électricité. Certaines infrastructures se sont renversées sur des habitations ou sur le rail. Résultat, les transports sont fortement perturbés. Plusieurs dizaines de vols ont été annulés, tout comme une centaine de trains à grande vitesse reliant Tokyo aux villes du centre et de l'ouest du Japon. Et enfin, concernant le Brexit, le bras de fer reprend. Boris Johnson paraît pour un nouveau bras de fer avec le Parlement après avoir essuyé revers sur revers la semaine dernière. Le Premier ministre donc britannique a peaufiné ce week-end sa contre-attaque alors que les députés ont voté une proposition de loi qui l'oblige à demander un nouveau report du Brexit. Boris Johnson envisagerait de contourner l'obligation d'après le Daily Telegraph. Quoi qu'il en soit, l'idée de voir le Brexit une 13e fois reporté hérisse certains partenaires européens, à commencer par la France. Et selon le projet de loi en question, faute de nouvelles accords donc d'ici le 19 octobre, un nouveau délai devra être demandé par le gouvernement, ce que redoute l'opposition travailliste et les conservateurs qui se sont ralliés à elle. C'est le grand saut dans l'inconnu du no deal qui s'annonce calamiteux pour l'économie britannique. Fin de ce journal. Merci pour votre très aimable attention et excellent suite de programme sur Télé Djibouti.